Alors pour l'éolien en mer, j'accueille Jeanne Prévost, responsable R&D, intégration environnementale et sociétale au sein de l'Institut de la transition écologique France Énergie Marine. Florian Lecor, est-ce qu'il est là-bas, voilà, directeur du service énergie marine renouvelable au sein du bureau d'études Biotop. Et Jean-Philippe Pagot, directeur environnement maritime chez EDF Renouvelable et président de France Énergie Marine également. Installez-vous, voilà, comme ça on laisse l'écran libre. Donc là, on change de milieu, on était sur l'éolien terrestre et là, on part en mer avec l'éolien offshore. C'est une filière un petit peu plus récente que le terrestre, hein, tout le monde l'a bien vu, mais tout autant préoccupée par les enjeux de biodiversité, comme le démontre l'Institut de la transition écologique France Énergie Marine. Jeanne, vous êtes responsable de la R&D dans cet institut. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'institut, sa gouvernance et son rôle? Pourquoi avoir créé l'équivalent de France Énergie Marine? Eh bien, France Énergie Marine a été créée il y a une dizaine d'années maintenant, un petit peu plus de 10 ans. Et donc c'est comme vous l'avez expliqué, un ITE, et c'est l'ITE pour la transition énergétique qui est dédié aux énergies marines renouvelables. Donc la vocation de l'Institut, c'est d'accompagner le développement des énergies marines et vraiment de travailler et avec les développeurs, les industriels et également avec les territoires, les régions et puis des centres de recherche, des universités pour donc apporter de la connaissance. L'objectif, c'est vraiment de travailler ensemble pour accompagner et améliorer la connaissance de l'environnement, entre autres, qui va accueillir ces technologies d'énergie marine renouvelable, mieux qualifier, mieux quantifier les effets des technologies, des parcs sur l'environnement, les différents compartiments de l'écosystème. Et donc voilà, donc cet ITE, il a pour vocation, il est 50% public, 50% privé, et il a vraiment pour vocation de mettre ensemble des scientifiques, des développeurs, des privés, pour accompagner, répondre à des questions et accompagner l'essor de la filière. Là, vous travaillez sur toutes les énergies marines, ouais. Mais nous, on aimerait bien se focuser sur l'éolien offshore. Quelles sont les particularités de ce secteur-là et quels sont les travaux que vous menez directement sur ces enjeux biodiversité et éolien offshore? Alors, donc, on a à peu près 90% de notre activité actuellement qui est sur l'éolien, parce que c'est vraiment l'activité qui est très montante et qui répond aux plus gros enjeux et aux plus gros besoins actuellement. Donc, sur l'équipe intégration environnementale et sociétale, ça réunit à peu près 25 chercheurs actuellement. On a déjà participé à peu près 25 projets depuis une dizaine d'années. Donc c'est une filière naissante, mais c'est une filière sur laquelle on travaille déjà depuis longtemps. Et donc on a orienté nos travaux autour de 3 axes qu'on co-construit avec nos partenaires. Donc le premier axe, c'est vraiment améliorer la connaissance sur les différents compartiments de l'écosystème pour essayer de mieux qualifier les effets et des pressions que peuvent générer les différentes phases de travaux, d'exploitation d'un parc éolien, les câbles, sur les différents compartiments de l'écosystème, de mieux comprendre, d'essayer de qualifier, d'essayer de quantifier les effets. Le deuxième axe sur lequel on travaille, cette fois on dézoome un petit peu et puis on essaye d'avoir une compréhension et une appréhension beaucoup plus globale de comment est-ce qu'un parc éolien ou plusieurs parcs éoliens au sein de leur façade maritime vont modifier les réseaux trophiques. Donc est-ce qu'une modification, un enrichissement de l'éolien via un effet récif, le développement de benthos va pouvoir générer un effet récif et modifier l'ensemble de l'écosystème. Et puis à l'échelle de la façade maritime, on est sur des zones où il y a déjà d'autres activités anthropiques. On imagine toujours que la mer c'est vide, mais non, il y a beaucoup d'autres activités anthropiques. Donc comment est-ce que ces parcs vont s'inscrire dans leur socio-écosystème? Et donc voilà, notre objectif, c'est vraiment de fournir des outils à nos partenaires. Donc d'une part aux membres de l'État pour accompagner la planification en mer. Donc là, on essaye de fournir de l'information scientifique
qualitatives, quantitatives, pour permettre à l'État de faire une planification éclairée. Et puis aux développeurs principalement pour justement, encore une fois, les accompagner dans leur séquence ERC. Alors là, la particularité de l'éolien en mer, c'est qu'il y a quand même plusieurs, on va dire, milieux. Il y a la partie sous-marine, il y a des enjeux différents que la partie aérienne. Finalement, on connaît très peu le milieu, puisque aujourd'hui les parcs sont installés à plusieurs dizaines de kilomètres, mais on connaît très peu ce milieu. Sur quoi précisément vous travaillez, que ce soit en sous-marin ou en aérien? Quel type de... Vous pouvez nous donner quelques exemples de programmes précis? Alors, on peut tout à fait, on peut passer à la diapo d'après, qui montrera quelques exemples. Alors, soit des exemples de projets qui viennent vraiment accompagner l'acquisition de connaissances sur les écosystèmes. Donc, on a les projets Migralion et Migratlan. On a été mandaté par l'OFB pour ces projets-là. Donc, Florian en parlera un petit peu en détail techniquement après. Là, l'idée, c'est de mieux appréhender, mieux connaître les espèces migratrices notamment, mais les oiseaux et la vie-faune en général, sur les façades maritimes qui vont voir un fort essor de l'éolien, donc Migralion sur le golfe du Lion, Migratlan, Manche Atlantique. Donc là, on est vraiment dans de l'acquisition de connaissances pures. On a des projets qui sont plutôt sur anticiper les interactions, comme le projet Sémaphore. C'est pareil, je crois que tu le présenteras techniquement plus en détail. Donc l'idée ici, c'est d'exploiter des radars météorologiques. Donc ce qui est génial, c'est qu'on a déjà un réseau de radars qui est maillé en France, qui est préexistant, et de se servir de ces radars météo pour identifier des flux migratoires d'oiseaux à terre, en mer. Donc ça, c'est des projets plutôt orientés à vie-faune. On a des projets qui nous ont été vraiment, qui répondent vraiment à des expressions de besoins de la filière, notamment les tâches sur l'intercalibration du projet au somme, où là, si on regarde un petit peu les premiers projets qui ont commencé à être développés il y a 12 ans maintenant, 13 ans, encore plus, et ben, il y a 10-15 ans, quand on faisait l'élevé à vie-faune sur par exemple le parc de Saint-Nazaire, on le faisait en bateau avec des ornithologues à la jumelle. Et puis petit à petit sur les projets, on a commencé à faire des levées avions basse altitude. Et puis une fois que les fermes éoliennes sont implantées et qu'on est en phase d'exploitation, on fait des levées avions haute altitude. Aujourd'hui, on a aussi des développements sur du tout numérique. On se rend bien compte qu'on est sur des protocoles qui sont très différents, qu'on n'observe pas du tout la même chose avec ces différentes méthodes. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'on intercalibre, comment est-ce qu'on peut exploiter ces bases de données, qu'est-ce qu'on observe, quelles sont les différences, et d'aller adresser ces sujets pour pouvoir exploiter des années et même des dizaines d'années de connaissances, d'acquisition, pour évaluer les faits, mais aussi évaluer les évolutions des écosystèmes sur ces dernières années, avec notamment des phénomènes, enfin, une évolution des stocks et des activités en ornitho, comme sur l'ensemble des compartiments de l'écosystème. On peut parler de projets qui sont peut-être un petit peu plus fine échelle. J'entendais ce matin des gens dire en Allemagne, ils ont lancé les Maffinos, c'est génial, mais nous aussi, on le fait. Donc, on est en train de lancer, on a lancé en début d'année, et on va poursuivre ça pour en 2023, un projet qui s'appelle Mermaid. Donc, le parc éolien de Fécamp a construit il y a 8 ans, 9 ans, un mât de mesure en mer, donc à 13 km de la côte. Aujourd'hui, ils n'en ont plus besoin parce que le parc entre en exploitation. Et donc, on va transformer cette infrastructure en mer, ce mât qui culmine et donc qui est au sein d'un parc éolien. On va le transformer en un observatoire haute fréquence pour faire des suivis des différents compartiments de l'écosystème en temps réel, pour comprendre quelles sont les espèces en présence, comment elles utilisent la zone, et puis aussi essayer de comprendre les liens trophiques entre eux et voir quelle peut être l'évolution avec la création de cette infrastructure gravitaire qui va attirer un certain nombre d'écosystèmes, attirer des bas niveaux trophiques, puis des poissons, puis des mammifères marins. Quel va être l'usage de la vie-faune
de cet effet reposoir potentiel en mer ou effarouchement. Voilà, l'objectif, c'est vraiment d'adresser toutes ces questions. Et typiquement, ce projet, il est vraiment cofinancé par nos partenaires publics, mais aussi privés. Et un dernier petit projet qui montre qu'on essaye aussi d'avoir une vision, alors le terme consacré c'est holistique, donc très très générique, c'est le projet Nestor, où on essaye à l'échelle de, enfin on essaye, on le fait, Nestor c'est notre 4e projet, où sur la modélisation écosystémique, donc on essaye de produire un modèle numérique d'une façade maritime, où dedans on met l'ensemble des compartiments de l'écosystème, du socio-écosystème, on va mettre les usages anthropiques, le trafic maritime, l'activité de pêche. On va avoir un modèle numérique d'une façade maritime, et puis l'idée c'est qu'on puisse s'en servir pour produire des scénarios, notamment quand on demande aux développeurs d'appréhender et de parler d'impact cumulé. Donc on pourrait modéliser 1, 2, 3 parcs, évaluer les effets, essayer de tester différentes positions d'un parc, essayer de tester différentes configurations d'un parc grâce à un modèle numérique de l'environnement marin qu'on peut développer à plusieurs échelles. Et donc ça peut s'adresser et aux développeurs, mais aussi pour accompagner la planification en mer. Et ce matin, on parlait d'intégrer la biodiversité le plus en amont des projets. Je pense que là, Nestor, on est vraiment dans cette idée-là. Exactement, avec comme défi aussi d'intégrer un écosystème qui est en mouvement en permanence, et notamment tout ce qui est changement climatique, puisqu'on projette des impacts à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, sauf que nos océans aussi subissent le changement climatique. Donc il est aussi intéressant de discriminer qu'est-ce que serait notre océan avec la ferme éolienne, mais avec le changement climatique seul, et si on chauffe encore un peu plus, c'est un modèle derrière, donc on peut tester pas mal de choses, et donc essayer de quantifier, de fournir de l'information quantifiée sur tous ces effets. Très bien. Florian Lecor, vous travaillez au sein du bureau d'études Biotope, qui est spécialisé dans l'interaction des infrastructures avec le milieu naturel, et notamment les éoliennes en mer. Parmi les programmes de recherche qu'a cité Jeanne, vous participez plus particulièrement à certains d'entre eux. Est-ce que vous pouvez nous les détailler, notamment Migralion, Migratlan, Sémaphore? Ce sont des gros programmes avec beaucoup d'attentes. Voilà, si vous pouvez nous expliquer un petit peu plus précisément à quoi ils vont servir. Oui, effectivement. Bon, je vais essayer de faire vite parce qu'on pourrait passer énormément de temps sur le sujet de la vie en mer. L'objectif, là, ça va être de présenter dans un premier temps 3 programmes pilotés sur financement public, et puis ensuite voir les liens qu'il y a avec différentes démarches qui sont réalisées à l'échelle des parcs éoliens. Est-ce que vous pourriez passer le premier diapo, s'il vous plaît? Donc, le premier programme dont je vais parler, c'est Sémaphore. Donc, c'est un projet qui est très spécifique, qui ne traite que de l'utilisation de données de radars météorologiques. Donc, c'est un réseau d'une 30aine de radars en France. Et voir dans quelle mesure on peut utiliser les résultats des analyses des données collectées pour mieux qualifier la migration des oiseaux à l'échelle métropolitaine. Donc c'est un programme sur financement ADEME avec différents partenaires, notamment France Énergie Marine. Vous voyez une photo des types de radars qui sont utilisés à l'échelle du réseau national. Donc, deuxième diapo, s'il vous plaît. Le deuxième programme dont a parlé Jeanne juste avant, c'est le programme Migralion. Donc c'est un programme qui est à peu près sur le même pas de temps que Sémaphore, c'est-à-dire la période d'acquisition de données entre 2022 et 2025, sur 3 années pour Migralion, et où on met en place de très nombreuses techniques d'inventaire complémentaires, donc des radars à la côte, en mer, des observations en mer par bateau, de la télémétrie, du bagage, et également des observations des données acoustiques pour les oiseaux et les chauves-souris. Je vais vraiment parler que des radars. Donc il y a 2 types de radars qui ont été utilisés, qui vont l'être encore pendant les années à venir. Vous avez des radars installés en mer, c'est des radars que vous voyez sur la photo du haut. C'est des radars qui permettent de discriminer les grands types d'espèces, donc même descendre à la famille d'espèces pour les oiseaux en vol. Et ensuite, en dessous, vous avez des photos sur un grand navire d'une 40aine de mètres de long, avec 2 types de radars qui permettent à la fois de collecter des informations sur les mouvements d'oiseaux autour du bateau, mais également en altitude. Et ce navire parcourt 1200 km à chaque campagne, et on fait des campagnes au printemps et à l'automne par 2 fois. Le troisième programme, donc ce sera la slide suivante, c'est le programme Migratlan, donc qui est lancé depuis cette année. Les expertises vont commencer au second semestre, pour 3 ans également. C'est au même titre que Migralion, un programme financé par l'OFB, qui vise à caractériser les activités des oiseaux migrateurs et des oiseaux marins,
On a de la même manière de nombreuses expertises de typologies différentes. Et il y a notamment du radar. Donc radar à la côte avec 4 radars qui vont être utilisés. Là où sur Migralion, il y avait 2 radars, sur 6 à 8 sites différents qui seront répartis entre la Manche et l'Atlantique. Donc c'est un très grand territoire. Donc c'est le même type de radar, celui qui est en bas. Et ce qui est intéressant au niveau de Migratland, c'est qu'il y a une volonté également de croiser les résultats des expertises obtenues à partir des radars ornithologiques avec les données collectées sur le même pas de temps et sur des secteurs proches par les radars météorologiques. Donc il y a un croisement entre Migratland et Sémaphore. Donc voilà, je ne peux pas rentrer beaucoup plus dans le détail, ça nécessiterait potentiellement de passer plusieurs minutes par programme. Mais est-ce que vous pouvez nous dire du coup, combien de temps vont durer ces programmes et concrètement comment ils vont être utiles pour les développeurs de parcs? Alors, voilà, c'est en ça que c'est très intéressant. Donc on est sur des programmes pluriannuels qui sont des programmes à très grande échelle. Donc ils vont apporter des informations complémentaires sur des activités des oiseaux, que ce soit en vol, oiseaux migrateurs, également en mer. Ils se placent dans la continuité de programmes moins ambitieux, mais qui ont été menés depuis le début des années 2000. Par exemple, MER, ROMER, PELGAS, PELMED, qui étaient moins spécifiques, mais qui permettaient d'apporter des informations. Il y a eu d'autres programmes d'acquisition de données en mer, comme le programme SAM, par exemple. Donc on ne part pas d'une feuille blanche, en fait. C'est des programmes qui viennent s'appuyer et renforcer des données qui étaient déjà collectées. L'autre point très intéressant, c'est que la majorité des techniques qui sont mises en place dans le cadre de ces programmes récents et encore une fois très ambitieux, sont d'ores et déjà mis en place depuis de nombreuses années sur plusieurs parcs. Par exemple, les premières expertises par radar dans le cadre de développement de parcs éoliens en mer, on les a mis en place dès 2007 sur plusieurs parcs, à la côte, parfois sur des îles et parfois même en mer. À l'instant, Jeanne parlait du man mesure de Fécamp, il a été équipé d'un radar pendant plusieurs années pour collecter des informations en mer. Donc, on va avoir, via ces programmes, des acquisitions de données nouvelles sur des pas de temps longs et à de très grandes échelles qui viendront être complémentaires aux collectes de données qui seront réalisées in situ à l'échelle locale par les différents parcs. Donc là, je vais basculer sur une autre technologie qui est mise en œuvre sur Migralion, Migratland. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? C'est les techniques de bagage télémétrie. Donc télémétrie, c'est la pose de balises GPS sur des oiseaux. Donc c'est intéressant parce que ça permet de suivre le mouvement d'oiseaux pendant des durées longues. Donc, on est à l'échelle individuelle, mais sans limite de distance. Je n'ai pas présenté par hasard le radar et la télémétrie, c'est parce qu'en fait on est sur des informations qui sont très complémentaires à celles qu'on peut avoir par des observations par bateau, par avion ou à la côte. En fait, c'est des techniques qui permettent de collecter des informations sur des durées longues. Donc on gomme un petit peu l'échantillonnage temporel, on est sur des durées longues et on peut traiter de vastes surfaces. Donc c'est assez intéressant. Et l'autre point intéressant, c'est qu'on collecte des informations de nuit via ces techniques. Donc Migratland, Migralion vont mettre en œuvre des opérations de télémétrie très ambitieuses, principalement sur des oiseaux nicheurs et des oiseaux migrateurs. Ça va être coordonné, et c'est coordonné par le CNRS et le MNHR. Est-ce que vous pouvez passer à la diapo suivante? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a sur de très nombreux parcs des opérations de télémétrie et bagages, qui étaient d'ailleurs des engagements pris avant le lancement de Migralion et Migratland pour beaucoup d'entre eux, et qui ont commencé avant également. Donc, encore une fois, on ne part pas d'une feuille blanche. Excusez-moi. Donc ce qui est intéressant, c'est que à l'échelle atlantique et Manche, on a plusieurs parcs éoliens sur lesquels, sur le même pas de temps, ou récemment, des données ont été collectées par télémétrie et par bagage sur les mêmes espèces. Donc les laridés, notamment les goélands bruns, argentés, marins, et la mouette tridactyle. Donc là, j'ai mentionné les différents parcs qui ont mis en œuvre, qui vont mettre en œuvre ce type de technique. Ces techniques sont réalisées sous une coordination scientifique du CNRS. Donc c'est toujours systématiquement le CNRS qui, in fine, va se retrouver à valoriser ces données. Et étant donné qu'on va avoir une mutualisation de moyens sur des pas de temps importants, on a des démarches et des discussions en cours avec plusieurs porteurs de projets et le CNRS pour maximiser les collectes de données, que ce soit d'un point de vue temporel mais également géographique. Faire en sorte qu'on multiplie les territoires qui sont concernés par ce type de collecte de données et faire en sorte qu'in fine, on puisse avoir un traitement commun, conjoint, de jeux de données qui dépassent le simple cadre d'un projet pour passer sur une approche de type façade. C'est mis en œuvre d'ailleurs très largement par nos voisins. L'Angleterre, les Pays-Bas ont mis en place des programmes très ambitieux de télémétrie communs et on se place un petit peu dans ce cadre-là. Voilà. Donc là encore une fois, on vient apporter des informations complémentaires pour répondre à des questions qui sont déjà connues. Au niveau des parcs éoliens, on connaît les effets génériques. Ce que ces informations et ces programmes
permettront d'apporter, c'est des informations sur de grandes échelles et des pas de temps longs qui peuvent être derrière utilisées notamment pour des mesures de réduction, voire in fine pour la planification de l'éolien. Donc ce sont des travaux financés en public et privé sous l'égide de France Énergie Marine, mais qui vont bénéficier à tout le monde, que ce soit les développeurs ou les institutions publiques et les programmes de préservation que l'État doit mettre en place. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'objectif des programmes type Migralion, Migratlan, parce qu'on se place sur des programmes d'amélioration des connaissances, d'acquisition des connaissances, qui, in fine, vont pouvoir avoir également des retombées sur le développement de l'éolien en mer. Mais l'éolien en mer n'est pas la cible première. Par contre, au niveau des parcs, et ça c'est très intéressant, il y a un certain nombre d'actions pour lesquelles on a à la fois un objectif et une utilité première d'amélioration des connaissances, mais qui peuvent avoir des applications très concrètes sur la réduction des impacts. Donc j'allais passer pour finir sur le dernier slide, merci, pour faire un focus sur le puffin des baléares, donc une espèce en danger critique d'extinction qui fait l'objet d'un plan national d'action à l'échelle nationale qui est coordonné par l'OFB. Dans le cadre du PNA, il y a un certain nombre d'actions qui visent à améliorer les connaissances sur cette espèce, notamment des actions de télémétrie, de comptage, qui font l'objet de financement public. Et il y a également une contribution financière par 3 porteurs de projets éoliens en mer qui permettent d'aller au-delà de ce qui était initialement prévu par le PNA, qui permettent de renforcer le nombre d'oiseaux qui vont être équipés en télémétrie, également de mettre en place des opérations spécifiques d'analyse génétique au niveau notamment des plumes, qui vont permettre d'aller sur une approche de type contaminant. Donc ça, c'est des actions supplémentaires qui n'étaient pas initialement prévues et qui vont être possibles. Et puis également, il y a un renforcement des observations à la côte. Et je vais finir en laissant la parole après à Jean-Philippe. Il y a des applications concrètes en fait à ces programmes d'acquisition de connaissances, également pour la réduction des impacts des parcs éoliens. Par exemple, dans le cadre des suivis télémétriques qui ont commencé l'an dernier au large du Morbihan, il a été identifié une zone de stationnement assez régulière en fait, du Buffin, qui était au niveau des zones de transit prévues pour les CTV qui accèdent au parc éolien de Saint-Nazaire, et en concertation entre le coordinateur du PNA, l'OFB, et le porteur de projet, les zones, en fait, les routes de transit vont être détournées. Juste pour terminer, et c'est un point très important, l'un des gros sujets autour de ces programmes, c'est la coordination. C'est de faire en sorte de trouver un moyen de mettre en lien l'ensemble des démarches qui parfois sont individuelles ou nationales, pour faire en sorte qu'on aille au-delà de ce qui est possible. Et ça, à l'heure actuelle, c'est pas complètement structuré. L'Observatoire éolien en mer pourrait permettre d'aller vers une meilleure coordination. Oui, parce que là, on voit bien comment, du coup, le porteur du projet EMR est allé plus loin et a même participé à renforcer les moyens mis en place par l'institution publique, qui, on le sait, a des moyens limités. Mais là, il y a le petit plus, le petit bonus, et on voit bien que la coordination est très importante pour vraiment que ce soit bénéfique pour tous. Oui, exactement. Sur la télémétrie, il y avait le même cas de figure, et on peut décliner ça sur les autres types d'expertise. Ça serait un peu trop long. Je vais passer la parole à Jean-Philippe Pagot, qui est biologiste marin, qui est aujourd'hui directeur environnement maritime chez EDF Renouvelables et président de France Énergie Marine. Et là, vous allez nous expliquer précisément comment le parc de Saint-Nazaire a mis en place, quel suivi a mis en place. C'est le premier qui est sorti de l'eau. Il est en préparation depuis 10 ans. Vous avez accumulé des tas de connaissances. Vous pouvez même aujourd'hui comparer les impacts qu'on avait imaginés à l'époque à ceux réels aujourd'hui. Voilà, c'est ce que vous allez nous résumer aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Donc on a 2 jours. Non, 10 minutes, top chrono. Non, mais avant, et peut-être en préliminaire, moi j'écoutais depuis ce matin, et je me disais, je pensais à Aristote qui disait il y a 3 catégories d'hommes. Il y a les vivants, il y a les morts, et il y a ceux qui vont en mer. Donc je voulais me la réapproprier. Il y a ceux qui font des énergies renouvelables, c'est les vivants. Il y a ceux qui n'en font pas, ils seront bientôt morts. Et puis il y a ceux qui font des énergies marines renouvelables. Donc c'est pour expliquer la singularité quand même de faire de l'énergie marine renouvelable. On parlait de France Énergie Marine, on les accompagne, et évidemment que c'était une bonne idée de les créer il y a 10 ans. L'annonce a été faite en 2009, créée en 2012. Ça a été compliqué de mettre ça en œuvre, il fallait trouver les moyens, les partenaires. Mais évidemment que c'était le bon outil au bon endroit. Donc encore une fois, merci aux chercheurs de France Énergie Marine d'être là, et à ceux qui les accompagnent, les régions, les porteurs de projets, les académiques, c'est évidemment important.
Je ne vais pas vous illustrer tout ce qui a été fait sur les parcs éoliens, puisque Saint-Nazaire, on a commencé à travailler en 2008-2009, de fait, avant les appels d'offres. Mais si on prend Coursol, c'était 2006, même avant. Donc vous voyez, c'est un long cheminement, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'acquisition de données qui se raccrochent les unes aux autres, ces données-là, de parc en parc, de programme en programme. Mais de fait, on nous a demandé de ne pas attendre tous ces programmes Migration, Migratland, sinon on n'aurait pas réussi à mettre en œuvre le parc, on n'aurait pas été autorisé, on n'aurait pas fait les études d'impact. Donc ce travail-là, il est vraiment sur le long terme. On peut tout de suite passer, je crois que c'est un tableau qui vient derrière, juste pour illustrer. Donc c'est le parc, ça vous voyez, ça a un peu d'emprise en mer, hein, c'est 80 km², c'est 80 machines, c'est 1 km entre chaque machine, c'est 2 milliards d'euros d'investissement, c'est pas inintéressant de savoir ce que ça coûte aussi, hein, accessoirement. Et donc ça a été développé à partir de 2009, ça a été mis en service fin 2022. Ça tourne, j'y étais l'autre jour, ça tournait à plein, plus qu'on attendait. Et néanmoins, donc on a fait notre étude d'impact, on a parlé beaucoup des oiseaux depuis ce matin, moi je suis que biologiste marin, donc je vais crever le miroir et descendre sous la surface. On peut tout de suite passer à la diapo suivante, qui est le tableau exhaustif, mais je ne vais pas vous le détailler, de l'ensemble des mesures dites de suivi ou de réduction associées à nos programmes, que ce soit avant le développement, en construction, pendant la construction. On a terminé là toutes nos missions en construction. Et juste derrière, je vais vous présenter, alors là, en primeur, c'est rien de le dire, parce que même en interne projet, ils n'ont pas vu les photos, je les ai reçues hier. C'est les photos qu'on a faites sous l'eau la semaine dernière, dans le cadre du suivi des biocénoses de fondure. On parlait d'habitat, on parlait des faits récifs, et donc de recolonisation de structures qu'on a implantées il y a 1 an globalement, parfois moins, parfois un peu plus, mais il a fallu 2 ans pour construire le parc. Donc voilà l'ensemble des programmes. Un mot sur ce que ça coûte. On parle souvent d'argent, vous disiez l'État n'a pas de moyens, il n'en a jamais, ou trop, je ne sais pas, mais en l'occurrence, toujours mal dépensé. Moi, je suis persuadé que l'argent, il est là. On finance aujourd'hui France Énergie Marine avec une vraie ambition, hein, c'est beaucoup d'argent. Et je faisais le petit calcul tout à l'heure de ce que coûtera à échéance de 40 parcs, de 50 parcs, pardon, 40 gigawatts, qui est la programmation, la taxe éolienne. Donc c'est environ 830 millions d'euros par an. Voilà, donc tous les ans, il y aura une taxe qui sera prélevée auprès des porteurs de projets, qui rapportera ces 830 millions d'euros par an, in fine. C'est beaucoup d'argent, pas beaucoup, en tout cas, c'est des moyens. Il faut savoir où les affecter. Donc si on prend la décision collectivement d'affecter une partie de cette taxe qui aux pêcheurs, c'est le cas actuel, qui aux communes, c'est le cas actuellement, mais on va s'éloigner des côtes, on va s'éloigner de certaines zones de pêche, on peut considérer que la sécurité maritime, ce sera in fine un élément important à regarder, à qui on peut donner de l'argent. Sincèrement, on se pose la question comment on finance notre SNSM, le moyen nautique de secours. L'argent, on peut l'affecter, on l'a raisonnablement à la faveur de ces développements-là. Ça, globalement, la O4 étant annoncée, Centre-Manche, et puis les budgets qui étaient évoqués ce matin, on disait il suffit de cocher la case et de dire oui, je vais payer ça, et on a coché la case et on a des points, hein, dans les appels d'offres c'est comme ça. Je suis d'accord avec ce qui a été dit ce matin, c'est pas très efficace en termes de discrimination de la qualité de ce qu'on rend, puisque c'est de l'argent qui est reporté sur le prix d'électricité qu'on va vendre. Donc c'est pas très efficace. Et néanmoins, aujourd'hui, la O4, hein, c'est 70 millions d'euros annoncés pour l'environnement, que pour l'environnement. Donc les moyens sont là. Si on se coordonne bien avec les instituts de recherche, les académiques et le local, hein, on parlait de social, c'est hyper important de s'associer aux associations, de comprendre le territoire, y compris d'un point de vue culturel, lorsqu'on vient mettre des éoliennes au large, changer un habitat, parce que de fait, on a un affect. Donc on peut passer la diapo suivante. Voilà. Je voulais juste vous illustrer ce qu'on fait comme travail. On a implanté ces éoliennes il y a moins d'1 an maintenant. Et tout de suite derrière, on lance des programmes de suivi environnementaux. Les protocoles sont extrêmement arrêtés. Il s'appelle ECBRS, pour ceux qui le connaissent. Et il est développé avec le Muséum d'histoire naturelle, le laboratoire de Concarneau. On a des scientifiques plongeurs. Hein. Encore une fois, ils ont la double casquette. C'était mon boulot d'avant, on va dire ça avant, quand j'étais jeune et fringant. Donc on descend sous l'eau, on vient faire des inventaires écologiques et on regarde ça dans la durée. Ces programmes-là, on va les mener jusqu'à échéance de la fin du parc. Et lorsqu'il n'y aura plus de parc, on y retournera sans doute encore. Donc on a là un programme à la fois ambitieux, très localisé. On voit que c'est des objets qui sont les pieds d'éoliennes ou les câbles. Derrière, il y a 3 ou 4 photos, c'est celles-là, la primeur, elles sont toutes neuves, toutes fraîches.
je pense qu'on peut les regarder, parce que d'abord elles sont jolies. En tout cas, ça nous replonge, je ne sais pas si ça passe. Voilà. Donc ça, typiquement, c'était jeudi dernier, c'est la sortie du câble de l'éolienne. Après quelques mois sous l'eau, il y a des coques de protection, hein, on les voit, ces coques sur le câble. Et néanmoins, au moment où on arrive, vous voyez que la vie est là. Je ne dis pas qu'elle n'a pas été perturbée. Encore une fois, il n'est pas question de ne pas prendre nos responsabilités en matière d'impact. Mais la vie, elle revient. La photo suivante, je ne sais plus laquelle c'est, je vous en ai choisi quelques-unes. On a été pas mal décrié sur le risque associé aux algues brunes, les laminaires. Et très rapidement, on les a vus revenir sur les infrastructures. Quand je dis très rapidement, j'ai fait quelques années de suivi en plongée des récifs artificiels dans la région. Je ne pensais pas qu'elle reviendrait si vite, en l'occurrence. Donc c'est quelque part une bonne nouvelle. Une fondation de ce type-là, à terme, au climax, comme on dit, au bout de 3 à 4 ans, on pourra avoir jusqu'à 100-120 kg de moules par mètre carré. Donc en matière organique, ça se pose là. Enfin, la photo-là, peut-être la dernière, je crois que j'en ai mis une dernière, si je me souviens bien. Bon, voilà, les tacos, ils adorent. Alors, on parlait de changement climatique. Moi, les premières visions qu'on a eues du parc installé, ça a été par ROV, on a envoyé tout de suite les plongeurs. Et les premières images qu'on a eues, c'était genre quelques jours après avoir planté les pieux à cet endroit-là, c'était pas des tacos, ça c'est ce qu'on voit d'habitude partout en Manche ou en Atlantique Nord-Est. On a des tacos qui débarquent et qui se mettent à l'abri des infrastructures qu'on installe. Ben là, on n'avait pas des tacos, on avait des balistes. Les balistes, c'est moins courant, mais c'est une forme de premier témoignage du réchauffement des eaux aussi. C'est-à-dire qu'on voit des tortues vertes maintenant sur ces infrastructures. On ne voyait pas souvent. Alors, on est au bout du Gulf Stream, certes, mais quand même. Peut-être qu'il y en a encore une dernière aussi pour illustrer voilà, des petites. Alors je ne sais même plus l'espèce, c'est des acidies. Enfin, vous voyez, on a une recolonisation des fonds qui est assez rapide. Et il ne faut pas confondre l'idée que ça, c'est un impact avec l'idée qu'on parle de récifs artificiels, d'effets réserves. On qualifie souvent cette notion d'impact positif. J'ai une petite réticence au nom de la biodiversité à considérer que ces perturbations-là qui augmentent l'indice de biodiversité, hein, parce que c'est le cas, il ne faut pas se tromper, on va de manière permanente ou transitoirement augmenter la biodiversité locale avec les infrastructures. Et ce n'est pas pour autant un bénéfice écologique, c'est-à-dire qu'on doit être précautionneux de tout, y compris de ce qu'on apporte en matière de biodiversité. Donc voilà ce que je voulais illustrer. Encore une fois, Paul Elfassi l'a cité ce matin, on vient de déposer notre étude d'impact pour le projet de Dunkerque. On a lancé 7000 pages au service, tant pis pour eux. Ils l'auront cherché. Et on doit travailler comme ça, en collaboration, à l'échelle des façades, avec les académiques, avec les associations, avec les régions. C'est vraiment des projets de territoire. À l'échelle d'une façade, pour les effets cumulés, c'est une évidence. Ça fait 10 ans qu'on dit que l'État, avec nous, doit se mobiliser pour évaluer les effets cumulés de ces programmes. Et donc, nous, on y participe projet par projet. Et comme on commence à en avoir plusieurs, on essaye de se coordonner. Mais finalement, on a la sensation quand même que ces projets, finalement, deviennent un peu les sentinelles d'un milieu qui n'était pas bien connu avant et permettre d'avancer sur la connaissance. Alors, j'en entends souvent qu'on ne connaît pas bien le milieu, ça aussi c'est quelque chose qui a tendance à me faire tomber de ma chaise. Mais oui, on connaît nos milieux littoraux et on les connaît à tel point qu'on les a dégradés dans la durée. Voilà, on vit sur nos littoraux. Il ne faut pas oublier que le premier facteur de dégradation de la qualité des milieux littoraux, ce n'est pas les pêcheurs, ce n'est pas le transport maritime, ce n'est pas les éoliennes, c'est nous, individuellement, par les bassins versants et ce qu'on rejette. C'est tonnes-jour d'aluminium, de cadmium, de nickel, de plomb, d'arsenic, je vous en passe, c'est des moins bonnes. Et puis après, il y a tout le reste des activités. Ça passe par les éoliennes en mer, mais aussi par la pêche, par les granulats, les clapages portuaires. Donc ça, c'est une vision intégrée d'un écosystème ouvert. Si on ne veut pas traiter l'ensemble des pressions anthropiques, y compris celles-là, mais si on veut les traiter séparément et les opposer, d'abord, on ne créera que du conflit. Et accessoirement, on est sûr de jamais sauver les milieux littoraux. Parce que je prends souvent cette image, avec les éoliennes, on tentera d'arrêter l'hémorragie d'un bras coupé avec un coton-tige. Je leur demande de s'y mettre à plusieurs, sinon ça va être compliqué. Donc il y a l'argent, il y a les programmes de recherche, il y a une base de connaissances qui est là, ça c'est clair. On peut travailler et on peut prévoir
et accessoirement constater, parce que ça c'était pour illustrer le fait que oui, on avait dit qu'il y aurait de la recolonisation, mais à ce titre-là on n'avait pas été tellement devin. On savait que ça allait arriver. Le tout c'est de le suivre dans la durée pour apporter et pour alimenter cette connaissance et ce partage de données à l'échelle des façades. Après sur les oiseaux, il y a encore des incertitudes, c'est peut-être le compartiment sur lequel à la fois on découvre le plus en ce moment, sur lequel on a aussi le plus d'incertitudes, les migrateurs, les oiseaux pélagiques, leur accoutumance aussi à ces structures, parce qu'on voit des retours d'expérience Europe du Nord où on a une chute de la mortalité associée à ces oiseaux qui a été constatée au début et qui est en diminution après, parce que les oiseaux ne sont pas tous suicidaires. Donc on regarde un petit peu l'évolution dans un périmètre donné de ces infrastructures. Donc voilà, moi je suis persuadé que le bénéfice in fine, il est là et il est au bénéfice du climat. Donc c'est notre capacité à considérer les choses dans la durée. Nous avons des impacts, nous devons les gérer, nous devons rentrer et aller jusqu'au bout de cette séquence ERC, avec, comme disait Paul encore une fois ce matin, le constat raisonnablement d'échec que la compensation, c'est pas la manière de faire. Donc essayons d'éviter la compensation. Alors là, on rentre dans une logique qui devient un peu tordue. Mais bon, bref, on en fait de la compensation, on a de l'argent pour travailler sur ces sujets-là et je suis persuadé que c'est un bénéfice sociétal d'abord, climatique ensuite et environnemental enfin. Ce sera le mot de la fin pour cette séquence. Merci à tous pour ces retours d'expérience. Je vous invite à rester avec moi. Nous allons donner la parole à la salle. Si vous avez des questions sur l'éolien en mer ou sur l'éolien à terre, je vous rappelle, nos intervenants ne sont pas très loin, ils pourront intervenir. Qui se lance ? Il y a une question ici, juste devant. J'ai bien aimé votre intervention là, sur l'océan. Nous, notre ambition, notre association, c'est d'abord commencer par nettoyer toutes les rivières du monde. On est ambitieux. Donc des perturbateurs endocriniens et tous ces métaux qui sont piégés dans les sédiments. Et finalement, je m'aperçois que c'est le même combat. Voilà, et je voulais vous remercier parce que je pense que la route est longue, mais voilà, je vous remercie. Merci. Donc c'était un témoignage. Est-ce que vous avez une question ? Non ? Ah, ici. Je disais pour Jean-Philippe Pajot, vous êtes et c'est très impressionnant, un plongeur de ce que la biodiversité avec laquelle j'ai grandi, c'est-à-dire Commandant Cousteau. Quel est votre constat sur l'expérience que vous aviez de cette étude-là et aujourd'hui? Est-ce qu'on a vraiment beaucoup évolué en compréhension de la mer? Parce que déjà à ce moment-là, vous étiez tous chercheurs, tous à la recherche de la compréhension. Est-ce qu'on a vraiment fait beaucoup de progrès et est-ce qu'on utilise beaucoup ce que vous aviez appris alors dans le travail que vous faites aujourd'hui? Je suis désolé que ça s'adresse qu'à moi, mais les souvenirs que j'ai de cette époque-là, ça a eu lieu. Non, mais en fait, on avait une approche qui n'était pas une approche pour le coup systémique, comme on dit, académique. On avait une approche qui était liée à l'information. Le commandant Cousteau ne voulait néanmoins autour de lui que des scientifiques qu'il envoyait à l'autre bout du monde, et il avait une vraie vision globale et intégrée de l'homme et son milieu qui était l'océan. Mais accessoirement, à la fin de sa vie, je me souviens, ses deux peurs, c'était l'eau douce, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, et la surpopulation. Mais indépendamment de ça, c'était informé. Et quelque part, on le rejoint, en tout cas à travers l'information qu'on peut délivrer dans ces projets. On a parlé des débats publics. Moi, je me souviens en avoir fait 22 au moment de l'appel d'offres numéro 1. On passait de ville en ville, d'estrade en estrade pour expliquer ce qu'on faisait. Et j'étais vraiment content de le faire parce que Dieu sait que ce n'était pas une compréhension immédiate et évidente d'intégrer toutes ces informations. Des éoliennes de grande taille, la construction, les différents compartiments. On a parlé de ce saucisson coupé en morceaux en compartiments. Il faut le reconstruire, c'est le programme Sémaphore, c'est le programme Nestor, et avant lui Trophic, c'est la modélisation pour avoir une vision intégrée.
Et pour répondre à votre question sur ce que devient, alors je ne suis pas du tout prétentieux à l'idée que je puisse vous dire ce que devient l'océan en général, mais de la compréhension que j'en ai sur 30 ans, c'est qu'on a des axes d'amélioration avérés. On parlait des métaux lourds dans les sédiments, on a travaillé dans le bureau d'études où j'étais avant, on fait beaucoup de dossiers de dragage et regardez comment on pouvait améliorer cette compréhension du rejet en mer, de ces sédiments contaminés, de ce que ça pouvait avoir comme impact à long terme sur les écosystèmes côtiers. Mais j'en reviens à l'idée que notre responsabilité, elle est individuelle, citoyenne, et elle est sociétale, avec des plans-programmes qui doivent intégrer la manière dont on gère ces milieux littoraux. On a parlé de la directive 4 stratégie milieu marin, de cette planification spatiale réintégrée dans les documents stratégiques de façade. L'État doit se saisir de sa propriété, qui est le littoral et le milieu marin, pour imposer à la fois ses vues. On dit on veut faire 40 gigawatts, très bien, allons-y, mais ça demande une préparation, ça demande une anticipation au sujet de l'environnement, pas que au sujet des ports, au sujet technique, il y a une anticipation. Si on ne veut pas se retrouver devant des événements qu'on ne maîtrisera pas. Là, on a 5-6 projets sur la façade, globalement, on sait les tenir à l'échelle des projets, mais quand on en aura 50 comme annoncé, c'est une autre histoire. On est sur un pas de temps qui est d'une génération, voire deux, entre le développement et le démantèlement. Il ne faut pas oublier que ces projets-là, dans 30 ans, Saint-Nazaire construit maintenant, dans 30 ans, on a l'obligation aujourd'hui, dans le cadre de l'autorisation, de faire la démonstration qu'on est capable de tout enlever et provisionner l'argent qui va avec. C'est-à-dire qu'on prend notre responsabilité, et dans les suivis, on l'a dit, mais aussi dans le fait de, c'est marqué comme ça dans le CG3P, de rendre les fonds en l'état. Donc cette responsabilité, elle est dans la durée, elle est dans l'espace, et j'espère qu'on va vers une amélioration. Mais comme ça a été dit, le modèle trophique qui a été fait par France Énergie Marine avec l'université de Caen il y a quelques années, moi j'avais été vraiment frappé, puisqu'on cofinançait cette thèse à l'université de Caen, j'avais été frappé que dans tous nos scénarios élaborés sur le réseau trophique, on faisait varier la pêche, pas de pêche, un peu de pêche, beaucoup de machines, et on regardait comment répondait le modèle à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans. Et dans tous les cas, les paramètres qui étaient les paramètres forçants du modèle, c'est-à-dire ceux qui rendaient le plus d'effet dans le réseau trophique, il n'y a pas de sujet, c'était le changement climatique. Donc notre responsabilité, c'est de prendre nos impacts, mais d'avoir cette perspective qui participeront potentiellement, et j'espère, à réduire ces effets sur le climat liés au réchauffement. Bien, je vous propose qu'on s'arrête là et qu'on enchaîne avec la session suivante. Merci à tous.